Parce que je pense qu'il faut dire au passage qu'un psychanalyste d'enfant n'existe pas. C'est quand même très important de préciser ça. Très important de pouvoir le dire et le redire. Un psychanalyste d'enfant n'existe pas. Il existe des psychanalystes. Bonjour Catherine Vanier, tout d'abord merci d'avoir bien voulu inaugurer cette série de vidéos que Espace Analytique va proposer sur le net concernant la psychanalyse. On a eu évidemment envie de commencer par la psychanalyse avec les enfants. On a pensé que tu serais la mieux placée de nous pour nous en parler, sachant que tu as été à l'école freudienne de Paris, que tu as été en analyse et formée par Maud Banoni, qui est elle-même celle qui a fondé avec toi l'Espace Analytique. À toi de nous expliquer un peu comment tu as vu la psychanalyse avec les enfants se développer en France et puis on parlera tout à l'heure dans quel état elle est aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivée, elle était déjà bien développée. C'est vrai même, hein. Mais oui, alors la psychanalyse d'enfants, la première fois qu'on entend parler de psychanalyse, c'est par Freud. Par Freud, de psychanalyse en général, et de psychanalyse d'enfants, puisqu'il a énormément parlé des enfants et de la sexualité infantile. Vous savez, ça lui a valu quelques problèmes, mais il s'est très bien défendu. Et puis, surtout, il a parlé du petit Hans, premier petit patient dont on entend parler en psychanalyse. Alors, le petit Hans, il ne l'a jamais vu, on le sait, hein, puisque c'est Max Graf, qui était proche de Freud, à qui Freud a demandé de lui raconter ce qui se passait à la maison, de lui raconter un peu l'histoire de Hans, les réflexions qu'il pouvait faire, les réactions qu'il pouvait avoir. Et très fidèlement, le papa de Hans a raconté à Freud toute l'histoire. Et Freud ne l'aura reçu qu'une fois. C'est ça, ouais. Il raconte l'histoire de cet enfant dans les 5 psychanalyses, sur laquelle tous les psychanalystes d'enfants travaillent aujourd'hui, ou ont travaillé à un moment ou à un autre, et puis il raconte la fameuse séance où il l'a reçu. Donc Freud, début, la psychanalyse d'enfants, l'infantile et l'enfant, il ne sépare pas la question de l'enfant, bien entendu, de la question de la psychanalyse en général. C'est là où on voit, et pour nous c'est très important, que la psychanalyse d'enfant fait partie véritablement de la psychanalyse. La psychanalyse d'enfant, disait Maud Banoni, c'est la psychanalyse. Hein, avec quand même quelques différences. Quelques différences qui vont être surtout des différences techniques. Et Françoise Dolto nous disait très souvent la psychanalyse, pour devenir psychanalyste, la psychanalyse s'enseigne, on l'apprend dans sa propre analyse, dans ses contrôles. Mais concernant les enfants, en plus de son analyse et en plus de ses contrôles, eh bien, il y a une technique. Et cette technique, c'est quelque chose qu'on peut transmettre et c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, la première psychanalyste qui a vraiment reçu un enfant en analyse, Hermine von Ugelmut. Alors, Hermine von Ugelmut, elle a écrit des choses très intéressantes. Elle a parlé théoriquement, elle a parlé cliniquement, elle a parlé de la technique. Curieusement, ou bon, pas curieusement, mais disons qu'un peu, voilà, l'histoire a fait qu'on a un peu oublié Hermine. Par contre, on parle beaucoup, évidemment, d'Anna Freud et Mélanie Klein. Tout de suite derrière Freud, tout de suite avec Freud, 2 analystes devenus très célèbres, Anna Freud et Mélanie Klein, se sont intéressés aux enfants. Anna Freud, très soutenue par son père, Mélanie Klein amenant d'autres idées qu'Anna Freud. Leurs travaux, à elles deux, ont donné lieu à 2 courants d'idées, 2 façons de travailler, 2 styles très très différents concernant la psychanalyse avec les enfants. Ce qui les oppose, en gros, c'est des points très 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 importants de la théorie analytique, et ça on y reviendra dans le temps du travail qu'on va faire avec.
Ce qui les oppose en gros, c'est la question du transfert compliqué pour à la fois avec les enfants, parce que le transfert est plutôt directement sur les parents, la question de la place de l'analyste justement et du transfert à l'analyste, ça c'est des choses qui ont été très importantes, le fait également pour Klein que l'enfant peut tout à fait transférer et qui peut tout à fait mener une analyse à part entière, exactement comme un adulte, ce qui n'était pas la position d'Anna Freud, même si elle pensait que c'était important de travailler avec les enfants. Mélanie Klein ne recevant pas les parents, par exemple. Alors justement, j'allais te poser cette question, puisque tu as commencé par Freud. Freud qui, en fait, a reçu le père de Hans, donc la place du parent, et parlait beaucoup de sa femme. Et là, tu viens justement d'aborder quelque chose d'extrêmement important, je crois, qui est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des parents et lorsque on est soit du côté de l'analyse anna-freudien ou Mélanie Klein, est-ce qu'aujourd'hui, on en est encore là? Mais voilà, je vais y venir. Évidemment, juste vous dire quand même que les premiers analystes, les tout premiers, Anna Freud, Mélanie Klein, et ceux vraiment de cette génération-là, bon, alors même ceux qui ne recevaient pas les enfants, je peux vous dire que Mélanie Klein connaissait tous les parents des enfants qu'elle recevait, et elle les connaissait d'autant mieux que c'était même les siens la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on analysait ce qu'on pouvait, ce qui nous tombait sous la main, j'ai envie de dire, à l'époque, parce que les gens ne se précipitaient pas pour aller chez l'analyste, vous imaginez, à l'époque de Freud. Donc les analystes qui travaillaient avec des enfants, c'était les leurs, c'était leurs neveux. D'ailleurs, quand vous reprenez les cas de Mélanie Klein, vous voyez qu'elle en parle aux enfants, qu'elle fait tout à fait référence à leur histoire. Si elle était complètement coupée des parents, elle ne pourrait pas. Donc, ces deux courants, là-dessus arrive un troisième courant en Angleterre, parce que évidemment de l'Allemagne, ça se déplace à l'Angleterre au moment où la guerre menace. Winnicott. Alors Winnicott, qui lui est un élève de Mélanie Klein, tout à fait, et d'Anna Freud d'ailleurs, qui ne discrédite pas du tout. Mais arrivé un moment de sa vie, Winnicott, ancien pédiatre, déjà un homme qui s'intéresse à la psychanalyse d'enfants. C'est quand même étonnant, parce qu'au début, ça a été les femmes. Alors, au début du temps de Freud, et ça a été très important, d'ailleurs, dans le rôle qu'ont pris les femmes en psychanalyse d'enfants, parce que les femmes ne faisaient pas médecine à cette époque-là. Aucune femme ne pouvait s'inscrire en médecine. Donc, c'était beaucoup plus vers la pédagogie. Tu vois ? Donc, elles sont, dans ce cadre-là, elles se sont mises à travailler avec les enfants. Mais en tant que femmes, ça a aussi donné une place aux femmes. Et il y a des historiens de la psychanalyse qui vous disent qu'elles ne sont pas pour rien dans l'émancipation des femmes. Ça a donné une place aux femmes parce que Freud les respectait beaucoup, leur envoyait les patients quand il pensait que lui n'y arriverait pas. Donc au début les femmes. Et puis d'un coup arrive Winnicott. Après il y a eu beaucoup de psychiatres et de psychanalystes d'enfants qui étaient des hommes. Mais Winnicott arrive, ancien pédiatre, étonné par ce qui se passait en consultation de pédiatrie, se met à se passionner pour ce qui pouvait bien se passer dans la tête d'un enfant. C'était quoi un symptôme ? C'était peut-être pas à soigner comme ça, comme un pédiatre, mais c'était à comprendre qu'il s'agissait d'un signal d'alarme qui nous intéressait et qu'il fallait décoder. Donc, Winnicott, analysé lui-même, décide de devenir analyste et s'occupe d'adultes, bien sûr, et d'enfants. Parce que je pense qu'il faut dire au passage qu'un psychanalyste d'enfant n'existe pas. C'est quand même très important de préciser ça. Très important de pouvoir le dire et le redire. Un psychanalyste d'enfant n'existe pas. Il existe des psychanalystes qui travaillent avec des sujets de la naissance, quelquefois même très très tôt, jusqu'à leur mort. Il n'y a pas d'analyse qui dit « moi je travaille telle tranche d'âge. » Il n'y a pas une spécialité de psychanalyse d'enfants, par exemple, qu'on pourrait apprendre et qui nous éviterait
d'être psychanalyste. Il n'y a pas non plus, et de faire la formation analytique, il n'y a pas non plus, c'est pas une application, quoi, la psychanalyse enfants. En aucun cas, ça n'est une application. C'est de la psychanalyse, sauf que c'est avec des plus petits. Donc, comme tu disais, ça suppose une technique particulière. Donc, ça suppose une technique particulière, et d'ailleurs Françoise Dolto, c'est ça que je vous racontais, nous disait... La psychanalyse s'apprend dans sa propre analyse et dans ses contrôles. Avec les enfants en plus, il y a une technique. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'essaie d'apprendre et de transmettre. J'ai appris de mes maîtres, bien sûr. J'ai appris surtout de ceux qui parlaient d'eux en même temps qu'ils parlaient des autres. J'ai appris beaucoup de mes patients, surtout de ceux qui me tourmentaient parce que je ne comprenais rien. C'est ceux qui me faisaient le plus travailler sur moi-même. Donc j'ai appris par mes patients sur moi-même. Et les patients les personnes au monde qui m'ont le plus appris sont les bébés et les enfants entre eux, et les bébés dans leur relation à leurs parents. Restent les collègues. Et mes collègues, c'est les bébés. Je crois que j'ai quelque chose de bébé qui n'est pas encore achevé, et que c'est les bébés qui m'éduquent. Donc, quelque chose de la psychanalyse d'enfant technique se transmet. Comment on travaille avec les parents, comment on s'adresse à un enfant. Vous comprenez bien qu'on a le divan et le fauteuil, on est un peu coincé avec notre divan et notre fauteuil. Ça ne va pas beaucoup nous suffire. Hein. Et quand on est comme Mélanie Klein, par exemple, qui, différemment d'Anna Freud, accepte de recevoir des enfants très tôt, veut travailler avec des enfants très petits, y compris des enfants qui ne parlent pas, y compris des enfants psychotiques. Enfin, vous voyez, Dick, le cas Dick est un cas extraordinaire sur lequel je conseille à tout le monde de travailler et dont on va parler bien sûr l'année prochaine. Le cas Dick, sans que ce soit prononcé, parce qu'on ne savait pas à cette époque-là, c'est le premier cas d'autisme traité en psychanalyse. C'est un enfant qui ne parlait pas du tout et qui était tout petit. C'est quand même très très intéressant. Il y a toute cette dimension-là aussi qu'a apporté Klein et qui plus tard va énormément intéresser Lacan, qui va beaucoup parler de Mélanie Klein, qui va la reprendre dans beaucoup de séminaires. Tout son côté travail possible dans le champ de la psychose va nous ouvrir à nous derrière des horizons. Alors on a Winnicott à Londres, 3e position, qui prend un peu d'Anna Freud, qui prend un peu de Mélanie Klein, et qui amène son travail à lui, avec ses avancées théoriques, avec le faux self, avec l'objet transitionnel, l'espace transitionnel, le jeu, la créativité, enfin énormément de choses dont tous les analystes aujourd'hui se servent encore. Donc, c'est à partir de ces courants-là, énormes et vraiment décisifs, que ça s'est construit par la suite. Par la suite, quand c'est arrivé en France, la première analyste en France a été Sophie Morgenstern. Alors, comprenez que la différence peut-être avec la France et les autres pays, c'est que en France, c'est par la psychiatrie, par la médecine, qu'est entrée la psychanalyse. Ah ouais. C'est eux qui ont fait entrer la psychanalyse. Alors que dans d'autres pays plus protestants, c'est la pédagogie qui a fait entrer la psychanalyse. Les femmes institutrices, vous voyez, ce n'était pas les médecins qui faisaient entrer la psychanalyse dans le mouvement social. Là, en France, ça a été la psychiatrie. Est-ce que tu dirais que cette différence a fini par faire la richesse de la France, du mouvement en France, puisque la France a réussi à faire les deux, en mêlant à la fois la pédagogie et puis surtout, la psychanalyse. Absolument incroyable, c'est qu'il y a des lieux de psychiatrie traditionnels. Alors évidemment, on pense toujours
en premier lieu à Huyer, hein, Georges Huyer, le premier médecin-chef de pédopsychiatrie qui était à la Salpêtrière et à Bichat. Il ouvre un lieu d'accueil, de consultation pour enfants, où là, il accueille, il fait travailler Sophie Morgenstern et Françoise Dolto. Morgenstern meurt jeune parce qu'au moment de l'entrée, au moment où les Allemands arrivent à Paris, où ils occupent Paris, elle se suicide parce qu'elle est juive et qu'elle est absolument convaincue qu'ils vont la tuer. Dolto, qui avait travaillé avec elle, qui reprend un peu. Et plus tard, Manoni viendra aussi travailler avec Dolto. Vous voyez, ça se transmet, chacun met en place, parce que la psychanalyse, ça se réinvente à chaque fois, Lacan nous apprenait ça, et ça se transmet vraiment dans la clinique, dans le travail. Dolto nous disait tout le temps qu'elle avait appris, par exemple, à lire un dessin d'enfant avec Sophie Morgenstern. Que sans elle, elle énormément de choses qu'elle n'aurait pas faites. Mais j'oublie de dire le maître principal, celle qui m'a mis le pied à l'étrier, si je peux dire, c'est Madame Morgenstern. Madame Morgenstern était une analysée de Freud, qui était à Paris et qui s'occupait, c'est la première psychanalyste qui s'est occupée d'enfants en France. Elle était chez le professeur Huyer. Moi, j'y étais externe à ce moment-là. Et grâce à elle, j'ai été à même, parce qu'elle m'avait chargé, elle avait beaucoup de travail, elle m'avait chargé d'écouter les enfants. Pas d'autre chose que de les écouter régulièrement. Quelques enfants qui étaient envoyés pour des symptômes très graves, parce qu'on envoyait, à ce moment-là, il fallait vraiment qu'un enfant soit gravement atteint pour qu'il soit envoyé chez Huyer, qui était la seule clinique pour les enfants en France, qui s'occupait des troubles relationnels et pas des troubles neurologiques, qui éliminait ce qu'il y avait de neurologique pour comprendre qu'il s'agissait de quelque chose de psychologique qui relevait d'une psychothérapie, c'est-à-dire de la relation à quelqu'un. Donc vous voyez, en apprenant de nos aînés, de ceux qui ont commencé à travailler, et ça c'est vraiment la première génération des psychanalystes en France. Alors la grande différence, c'est que dans ces lieux médicaux, les médecins-chefs, les chefs de service, ceux qui embauchaient, c'était pas l'administration à cette époque-là, c'était eux, ceux qui embauchaient, eh bien, ont embauché aussi bien des médecins que des non-médecins. Donc sont venus travailler avec eux des psychanalystes, comme Maud Manoni, par exemple, qui n'était pas médecin, mais qui a pu y travailler en tant qu'analyste dans ces lieux de médecine. Et ce qui a été incroyablement important et qui a fait une énorme différence, tout bêtement, c'est que tout de suite après-guerre, il y a la Sécu, la possibilité de soins remboursés, la gratuité des soins. Et donc, comme les psychanalystes travaillaient dans les hôpitaux, il y avait une possibilité de prise en charge gratuite. Donc ça a permis qu'énormément de gens puissent venir consulter. Et ça a développé en France beaucoup le mouvement. Au moment là, où il y a eu Huyer, il y a également eu à ce moment-là beaucoup de services qui se sont créés où on organisait des consultations d'enfants. Il y a eu Bichat, il y a eu la guerre, qui a été 4 années ravageantes, évidemment, monstrueuses pour tout le monde, mais qui ont fait que, complètement perdus, avec des pères qui avaient disparu, avec des secrets partout, les camps, l'horreur, les choses cachées, eh bien les familles étaient perdues et avaient absolument besoin de venir parler, de venir demander mais comment on peut faire pour aider les enfants, qu'est-ce qu'il faut leur dire, qu'est-ce qui doit rester secret. En même temps qu'au moment de cette guerre en plus, a commencé à changer un peu l'image de l'enfant dans notre société. Hein. Ça, je vous renvoie à Ariès, Françoise Dolto, après-guerre, a été très importante pour changer la façon dont on voyait les enfants. Donc, très spontanément en France, la demande s'est augmentée. Et les gens se sont mis à travailler à partir de ces pionniers,
Il y a eu Rimbaud, il y a eu... tant qu'on était dans les hôpitaux, il y a eu Génie Aubry, que vous ne devez absolument pas oublier, qui a été quelqu'un d'extraordinairement important parce que elle a été aussi, médecin-chef de pédopsychiatrie pour une femme, vous vous rendez compte, c'était quand même extraordinaire. Et elle a travaillé... Alors évidemment, elle aussi, en apprenant de Spitz, qui avait travaillé sur les enfants abandonnés, et elle a travaillé avec des enfants qui s'étaient retrouvés seuls pendant la guerre, elle a travaillé à parents droissants, elle a aux enfants placés, elle a énormément travaillé, et surtout ouvert complètement son service à des jeunes qu'elle a entièrement formés. Et puis ça s'est comme ça transmis de clinique en clinique, d'hôpitaux en hôpitaux. À la fin de la guerre, des possibilités s'ouvrent parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il fallait investir pour avoir des lieux. Et là vont s'ouvrir toutes les consultations qu'on connaît aujourd'hui, à commencer par celle de Georges Moucon, qui s'est ouverte en 1946, donc tout de suite après-guerre, et qui est la première consultation psycho-pédagogique. Et c'est Claude Bernard, bien connu, Institut Claude Bernard. Et, avec des psychanalystes. Avec des psychanalystes. Alors lui, il attire derrière lui, en yeux, enfin il attire une foule de psychanalystes pour travailler avec lui. Alors, il y a deux mouvements en France. Au moment où je vous dis, après cette deuxième génération-là, après la première génération, ça va se scinder en deux générations. En deux mouvements générationnels, qui là, eux aussi, vont plutôt s'inspirer de Mélanie Klein, et puis d'autres plutôt s'inspirer d'Anna Freud tout de même, et certains s'inspiraient des deux, mais c'est surtout l'international, l'IPA, le mouvement de l'IPA, avec les Bovici, Diatkine, Anzieux, Mises, Soulet, enfin, qui ont des choses très 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 importantes à nous apprendre aussi. Donc il y a d'un côté tout ce mouvement-là, et d'un autre côté, un mouvement qui tournait autour de l'école lacanienne, parce que Génie Aubry était évidemment travaillé avec Dolto, évidemment Manoni, évidemment Dolto, qui avait suivi Lacan, parce qu'en même temps que lui, elle s'est fait virer de l'UPA. Donc, au moment de la création de l'école de Lacan, de l'école freudienne, elle avait elle aussi suivi. Donc, il y a eu ces deux mouvements. Mais si vous voulez une spécificité d'espace, en tout cas, peut-être une spécificité française, en général, qui ferait sa richesse, mais en tout cas, une spécificité d'espace, Manoni a créé espace avec cette idée, et elle y a toujours tenu. Et aujourd'hui, on reste sur cette idée fondatrice, c'est qu'on a besoin de la plus large boîte à outils possible. Il y a des choses passionnantes à apprendre chez Diatkine, chez les Bovici, chez Mises, chez Lacan. Il y a des choses passionnantes partout. Et on ne voulait pas créer un lieu de travail, comme une association analytique, où on se serait interdit de travailler avec certains analystes qui ont travaillé avec les enfants. Parce que pour essayer de s'y retrouver, c'est quand même une pratique très difficile. C'est loin d'être simple, la psychanalyse d'enfant, comme je vous disais. Vous savez que Dolto disait c'est beaucoup plus compliqué que la psychanalyse d'adulte. Et elle n'était pas la seule. Évidemment que c'est plus compliqué. Freud était un génie. Vous vous asseyez sur un fauteuil, vous allongez quelqu'un sur un divan, et il y a de fortes chances que les dispositifs suffisent à mettre en route le travail. Alors après, évidemment, ce sera une autre histoire. Si vous-même n'êtes pas analysé ou n'avez pas été assez loin dans votre analyse, vous aurez des difficultés. Mais ça marche. Le dispositif marche. En psychanalyse d'enfant, vous êtes face à un inconnu. Comment je vais faire ? Voilà, je reçois cet enfant là qui ne veut pas se quitter sa mère, il s'accroche à elle. Qu'est-ce que je fais ? Je dis à la mère de rester. Je garde l'enfant, je vire la mère. Enfin, il y a tout un truc comme ça, extrêmement compliqué. Justement, peut-être il faut qu'on en parle un petit peu de ça. On va essayer de parler un peu. Parce que si je reprends un peu ce que tu nous apportes, qui est pour moi extrêmement intéressant, à savoir que
ça se transmet, la psychanalyse avec les enfants, ça se transmet spécifiquement en France par le canal médical, plus que par le canal pédagogique. Oui. Donc on pourrait penser qu'on est peut-être plus orienté par Mélanie Klein que par Anna Freud, qui était plutôt sur un plan plus pédagogique, mais bon, on voit que c'est plus compliqué que ça. Oui. Ça se transmet, on se forme à l'hôpital, on fait venir des psychanalystes à l'hôpital alors qu'ils ne sont pas médecins. Enfin, c'est toute une formation exceptionnellement riche dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Et puis, effectivement, il y a cette technique d'analyse des dessins, il y a tout un tas de façons de faire avec les enfants, de jouer avec des... On n'a pas parlé des objets. De la grande prêtresse de la pâte à modeler, comme vous avez peut-être Pankoff, qui nous a appris à faire de la pâte à modeler, enfin bon, peut-être des choses comme ça. Mais on est en train d'arriver sur une question qui est, je pense, essentielle, en particulier aujourd'hui, c'est de toute façon, ce qui est particulier à la psychanalyse avec les enfants, c'est qu'on travaille avec les parents. Et comment on fait avec les parents? Comment on se débrouille avec les parents? Est-ce qu'on envisage la psychanalyse comme une façon d'aider l'enfant à prendre son autonomie par rapport à une dynamique familiale compliquée? Comment on peut penser ça aujourd'hui, le travail avec les enfants? Et les parents. Et les parents, oui, et les parents des enfants. Écoutez, ça c'est une question qui me touche beaucoup, particulièrement aujourd'hui, et dont je pense qu'il est très très important de parler. Et qu'il faut qu'on travaille aussi dans nos groupes, notre association. Parce que c'est vrai qu'il se passe quand même quelque chose d'assez terrible en France aujourd'hui, qui est une sorte de critique... de discrédit. De discrédit fait à la psychanalyse, et qui ne va pas, quoi. C'est véritablement un malentendu. C'est véritablement ne pas comprendre ce que c'est que la psychanalyse d'enfant et que le rôle d'un psychanalyste. C'est-à-dire que les parents, bien sûr qu'on travaille avec eux. C'est impossible si votre référence, une de vos références, c'est Freud, si une de vos références c'est Lacan, vous ne pouvez pas ne pas recevoir les parents pour essayer de comprendre ce qui se passe véritablement. Dans quoi cet enfant évolue. Vous voyez, Maud Manoni, pour elle, ça a été extrêmement important de pouvoir repérer quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. Dans quel fantasme l'enfant est pris, et si on arrive à déjouer un peu, desserrer un peu les liens de ce fantasme, que ce soit avec un nouveau-né, que ce soit moi avec les prématurés avec lesquels j'ai pu travailler, des bébés de 400 grammes, ou avec des enfants beaucoup plus grands, ça n'avancera pas. Donc il faut que quelque chose se fasse. Il faut entendre que les parents sont en très grande difficulté, eux aussi, parce qu'un enfant qui va mal vous met en difficulté. Bien sûr. Voilà, terriblement en difficulté. Un enfant qui va mal vous fait dysfonctionner. Vous voyez, un enfant qui se met à aller mal, qui se met à pas travailler à l'école, qui se met à complètement désobéir, qui se met à plus dormir, c'est difficile de garder tout son sang-froid par rapport à lui. Donc les parents sont forcément en difficulté. Forcément. Et les parents ont besoin d'aide. Mais l'aide que nous, on apporte en tant que psychanalyste, dans l'idée du groupe en France, c'est que ce n'est pas que de la guidance infantile. C'est aussi une aide, c'est aussi leur permettre de repérer dans quoi cet enfant va être pris, en quoi il va essayer de venir à leur secours, en quoi il a tendance à porter quelquefois des poids qui sont ceux des parents. Alors si les parents reprennent les poids en main, c'est toujours ces poids-là qui seront un peu moins sur le dos de l'enfant. Mais les parents qui disent « les psychanalystes, ça ne va pas parce qu'ils nous culpabilisent », écoutez ça, non. Jamais aucun psychanalyste n'a culpabilisé un parent. Le problème, vous comprenez, c'est qu'on n'a pas besoin de ça pour être culpabilisé. Si on est parents, on a tous des enfants. On est déjà coupable. Dans notre tête, on est déjà coupable. Et on n'a pas besoin de rencontrer un psychanalyste pour se sentir coupable. La culpabilité, ça va de soi. Au contraire, le travail de l'analyste va être de déculpabiliser les parents.
Donc il faut arrêter d'amener ces théories toutes faites, par des opposants à la psychanalyse, qui d'ailleurs la plupart du temps n'ont jamais rencontré un analyste de leur vie, disons-le. Hein. Mais ils ont entendu dire que les analystes disaient il y a des problèmes familiaux. Oui, il y a des problèmes familiaux. Quand un enfant va mal, il y a des problèmes familiaux. Mais ça n'est en aucun cas, parce qu'il fait dysfonctionner tout le monde, hein, mais ça n'est en aucun cas la faute des parents. C'est quoi cette histoire? Et encore moins la faute de la mère. Et encore moins la faute de la mère, bien entendu. Donc on essaie de comprendre ce qui s'est joué, ce qui s'est passé. On essaie de comprendre pourquoi cet enfant-là, particulièrement, va invalider d'une certaine façon les capacités de bien faire des parents. C'est le métier impossible, hein, de Freud. Et voilà, éduquer et psychanalyser, deux métiers impossibles. Mais enfin, même si c'est impossible, psychanalyser, on essaie de s'y employer quand même au maximum en redonnant un espace de liberté et aux parents par rapport à leurs enfants et aux enfants, de façon à ce que se dénouent des enjeux qui étaient des enjeux quelquefois là même, comme Manoni ou Dolto nous l'aurait dit, des générations avant. Des générations avant. Donc, et que inconsciemment on se transmet, et ça c'est des choses qu'on peut les aider à repérer. Quand j'ai travaillé avec toi, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup frappée, que j'ai toujours gardé pour travailler, c'est que les parents sont des alliés. Il faut s'en faire des alliés. Mais bien sûr. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on va déposer à chaque séance un enfant chez son analyste, on n'a plus à s'en occuper. Hein. C'est les parents qui élèvent l'enfant. Ça, Dolto l'a toujours dit. Et Manoni. Ce sont les parents qui sont les responsables de l'enfant. Donc, évidemment, que c'est avec eux qu'on a travaillé. C'était l'idée d'Anna Freud, hein, faire une alliance avec les parents. Mais si vous ne faites pas alliance avec les parents, vous ne pourrez pas travailler avec les enfants. Et faire alliance avec les parents, c'est pas tant les séduire, ou leur dire qu'ils seront des merveilleux parents. Faire une alliance avec les parents, c'est leur faire entendre l'intérêt qu'ils peuvent avoir à essayer de comprendre un peu ce qui leur arrive avec nous. Et d'abord les écouter. Oui. Donc, et pour ça, il faut les écouter, bien entendu. Mais les parents... Alors, comme on a dit beaucoup d'analystes dans leurs textes, dans leurs théories, on dit, voilà, un enfant qui était comme ça, c'est parce qu'il s'était passé ça dans l'enfance. Et je pense que de là, on en a déduit, les analystes accusent les parents. Les parents. Mais alors, pour peut-être poser une dernière question pour notre première expérience, si je boucle un peu ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'on a la chance en France d'avoir un modèle assez spécifique de psychanalyse avec les enfants qui s'est développé à travers le médical, grâce aux institutions médicales, qui a même ouvert énormément de consultations jusqu'à aux enfants prématurés. Oui, avec des médecins et des non-médecins. Avec des médecins et des non-médecins, en mêlant des psychanalystes non-médecins et des médecins. Enfin, tout ce modèle formidable, je crois qu'il faut quand même reconnaître à tous ceux qui nous ont précédés d'avoir osé et brillamment réussi à mettre en place tout ça. Aujourd'hui, on est un peu embêté parce qu'on a l'impression que la psychanalyse se développe dans le milieu privé assez bien. Enfin, moi, je reçois énormément de demandes d'enfants et de parents qui viennent me voir pour des questions qui sont celles dont tu viens de parler exactement. Sauf que dans le milieu médical et universitaire, on a l'impression qu'on n'est plus considérés comme des interlocuteurs acceptables. Comment on va s'en sortir de ce truc-là? Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à transmettre la psychanalyse si on ne peut plus avoir accès à la transmission médicale? Comment tu vois ça? Eh ben, vous voyez, ça prouve bien qu'on est à un moment absolument passionnant, absolument essentiel. Et c'est le moment où jamais de travailler, de transmettre, d'expliquer, de donner des bonnes raisons, de travailler de cette façon-là plutôt que d'une autre. Il y a encore quand même, il ne faut pas exagérer, énormément de médecins.
énormément de médecins, énormément d'hôpitaux de jour, énormément de lieux où on travaille avec les références de la psychanalyse, où on peut se former, où on peut transmettre. Il y a une tendance à l'heure actuelle, disons scientiste, peut-être à vouloir que tout soit plus scientifique. Mais non, c'est pas aussi catastrophique que tu le dis. Partout en France, dans les lieux, il y a de la psychanalyse. Écoutez, les hôpitaux de jour. Alors, Manoni avait créé Bonneuil, qui continue aujourd'hui, hein, dont on s'occupe et qui continue. Oui, grâce à toi notamment. Oui, aujourd'hui, c'est. Mais Bonneuil, toute cette question de comment la folie questionne le social, de l'institutionnel, du travail institutionnel, toute cette question-là, on peut y être formé à Bonneuil bien sûr, mais il y a plein d'autres hôpitaux de jour qui travaillent à partir de ces mêmes idées. La France, pour l'instant, est encore restée un lieu où la psychanalyse a une place très très importante. Maintenant, à nous de travailler bien pour que ça se transmette, pour apprendre à d'autres et pour garder le flambeau allumé. Vous voyez ? Et à Espace, c'est ce qu'on essaie de faire. Avec cette idée qu'on peut apprendre de tout le monde. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure ? Avec des passerelles. Avec des passerelles, pas une idée où il n'y aurait qu'une théorie, mais une idée où toutes les théories sont passionnantes et nous aident, nous, à nous y repérer, nous aident, nous, à forger nos propres outils cliniques, puisque l'analyse se réinvente avec chaque cas, on ne le dira jamais assez, aussi bien quand il s'agit d'un enfant que quand il s'agit d'un adulte, et bien avec nos propres outils cliniques, de pouvoir aussi maintenant transmettre à des plus jeunes, c'est ce qu'on essaie tous de faire, bien sûr, dans nos associations. Il y a des analystes qui ont écrit des choses sur le lien entre les avancées scientifiques actuelles concernant le cerveau et la psychanalyse, et c'est absolument passionnant. Il y a énormément de choses à y travailler, parce que c'est pas le tout. Quelquefois, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait transmettre, c'est que les neurosciences, c'est l'hardware du cerveau. C'est-à-dire que, effectivement, la façon dont ça marche, où ça va s'allumer, ce que ça va déclencher et tout, ça, les neurosciences nous l'expliquent. Et c'est absolument passionnant qu'elles nous l'expliquent. Ça éclaire des choses pour nous. Et nous, on est le software. C'est-à-dire, on est comme ça s'est programmé. Et ça s'est programmé en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de notre histoire, en fonction de la constellation familiale. Donc, mais les deux, l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Et on organise à Espace des tas de temps où on travaille avec les scientifiques. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Catherine. Merci à vous, enfin.